Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Merci d'être avec nous sur Essentiel. On va parler ce matin de Samy Devi Junior avec vous, Larry Benzaken. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de Noirs, Juifs et Borgnes. Cette pièce que vous jouez, que vous interprétez pour raconter la vie de Samy Devi Junior. Avant qu'on parle de lui et de la pièce, est-ce que vous voulez bien nous raconter, vous, votre parcours, Larry Benzaken, et votre famille, parce que c'est un très très chouette mélange. Alors moi, mon parcours, je suis tombé dans le théâtre par hasard à l'âge de 13 ans. Ma prof de français qui animait un atelier théâtre m'a dit, bon, toi, je sens que Il y a quelque chose. tu es fait pour venir un peu avec moi. Et elle m'a pris dans son atelier. Et surtout, moi, j'ai grandi dans une cité. Ma mère était femme de ménage, mon père, il était chauffeur de taxi. C'est vrai que le théâtre n'était pas quelque chose auquel j'étais habitué à ce moment-là de ma vie. Et ma prof de français m'a amené voir une pièce qui était Antigone de Jean Anouilh. Et là, pour moi, ça a été une révélation. Et je me suis dit, je veux absolument faire ce métier plus tard. Et donc ensuite, vous avez fait quoi? Vous avez fait des études de théâtre? J'ai pas fait d'études de théâtre. Moi, j'ai fait un bac littéraire. Et ensuite, j'ai fait des études de cinéma, une histoire de cinéma. Ensuite, j'ai fait des sciences politiques. Ah oui. Ensuite, j'ai fait droit. Ouais, vous avez été complètement sur autre chose. Mais j'ai toujours été au sein d'une compagnie et depuis que j'ai 16 ans, je suis sur les routes. Et alors, vous êtes sur les routes et en tant que comédien et vous aviez un groupe de rock aussi, donc vous Oui. chantiez, donc vous aviez vraiment tout pour après jouer Samy Devi C'est ça, Junior. Et alors, vous avez écrit également un seul en scène qui avait été joué, enfin produit par Artuste à Avignon en 2015. L'histoire de votre famille, Larry Benzaken, c'est un sacré mélange. Je le disais en antenne, votre papa, il est... Mon père, il est abidjanais. Oui. Il est de la communauté juive d'Abidjan. Ma mère est guadeloupéenne. Oui. Ils se sont rencontrés dans le métro à Paris. Et ils se sont plus quittés. Et ils se sont plus quittés. Voilà, et ils vous ont créé, ils ont drôlement bien fait. C'est gentil, merci. Vous êtes un sacré mélange, je le disais Larry. Si nos auditeurs on nous regarde en vidéo, vous avez une casquette, mais sous la casquette, vous avez votre kippa. Oui. Vous êtes comme Samy Devi Junior, heureusement pas borgne, hein, mais vous Non, êtes pas noir borgne. et juif. Oui. Et d'après ce que je comprends quand je vous vois, extrêmement fier de l'être. Ah oui, oui, très, très fier. Moi, je suis fier de mes origines. Ma judéité, moi, je porte la kippa depuis que je suis adolescent. Mhm. Je pratiquais moins durant une période, mais lorsque j'ai eu mon premier enfant, il y a bientôt 6 ans, ouais, je suis revenu dans une pratique plus rigoureuse et je suis très content de lui transmettre, je suis très content de partager ça avec elle. Et même moi, je trouve que je me sens mieux. C'est une petite fille, donc, si vous me dites avec elle. Une petite fille, oui. Elle s'appelle comment? Cézanne. Cézanne. Ah bah c'est magnifique. Merci. Alors, on va venir au spectacle, Larry. Noir, juif et borgne. Il était une fois Samy Devi Junior. À quel moment vous vous êtes intéressé à la figure de Samy Devi Junior? Alors moi, c'est un artiste dont on m'a toujours parlé du fait qu'il soit juif et noir tout comme moi. Du coup, depuis très jeune, on me parlait de lui. Mais l'idée du spectacle vient du metteur en scène, Hugh Duquesne, qui est fan de Michael Jackson. Ouais. Et un jour a vu une vidéo où Michael Jackson chantait pour Samy Devi Junior et il lui disait « Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais Merci oui. pour tout ce que tu as fait. » Et du coup, le metteur en scène s'est dit « Attends, mais qui est cet artiste à qui Michael dit ça ?» Il a commencé à se renseigner sur la vie de Samy Devi Junior. Il a vu la vie incroyable qu'a eu cet artiste et il a eu envie de faire un spectacle. Il m'a contacté pour que je puisse écrire le spectacle avec lui et ensuite l'interpréter sur scène. Alors, vous jouez donc ce spectacle qui est également avec un musicien, Franck Lebon. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous racontez sur scène de la vie de Samy Devi? On raconte euh, dès, dès le début son enfance. Là, il commence sur scène à l'âge de 3 ans avec son père. Ouais. On raconte ses histoires d'amour, comment il a pu avancer malgré la ségrégation raciale aux Alors, il faut rappeler, États-Unis. effectivement, il y a les plus jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. On va rappeler la période dans laquelle vivait Samy Devi Junior et eh bien, la ségrégation aux États-Unis à ce moment-là. Oui, Samy Devi Junior, né en 1925,
Donc, il arrive dans les années 50, il a 25 ans, dans des quartiers interdits aux Noirs, des bus interdits aux Noirs. Il jouait dans des salles de spectacle, il n'avait pas le droit de passer par l'accès principal, il fallait qu'il passe par l'accès réservé aux poubelles. Voilà, il y avait C'est vraiment dingue. une vie particulière pour les Noirs qui étaient ostracisés à cette époque. Et Sammy Davis Jr., donc on raconte tout ça, on raconte aussi le fait qu'il se soit marié avec une femme blanche, ce qui À aussi l'époque, ouais, à c'était... l'époque était interdit dans énormément de plus de 20 États américains. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a poussé les limites. On lui disait non, tu n'as pas le droit de le faire. Et lui il disait, je ne serai pas l'artiste que vous voulez que je sois, je serai l'homme que je veux être. C'est ce que vous dites, c'est la phrase. Vous dites cette phrase que n'a jamais prononcée Sammy Davis Jr. pourrait être, selon moi, son mantra. C'est quelqu'un qui a été aussi quelqu'un d'extrêmement généreux. Le metteur en scène le dit. C'est quelqu'un qui a donné dans sa vie autant de concerts ou de spectacles payants que de concerts gratuits. Oui, oui, c'est quelqu'un qui avait envie de partager l'art, de le rendre accessible à tous. Et c'est ça que moi, je me reconnais très modestement en lui à ce niveau-là, parce que moi, qui ai grandi, comme je le dis, dans une cité, qui n'avait pas forcément accès à l'art, à la culture, enfin, à certaines formes d'art, pour moi, ça a toujours été important de lorsque je vais jouer dans une ville, si l'après-midi, je peux jouer dans une MJC gratuitement pour que des jeunes puissent avoir accès à un autre type de spectacle, parce que c'est vrai que moi, j'aime bien aussi jouer avec les mots, j'aime bien profiter de toute la diversité que nous offre notre langue. Et c'est vrai que lorsque j'ai la possibilité de partager ça avec des plus jeunes qui ont grandi dans un cadre similaire à celui qui a été le mien à leur âge, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, je me reconnais un peu dans Samy, Mais modestement. il y a de quoi. Vous dites le cadre est similaire parce qu'effectivement, le cadre des cités, je ne vous ai pas demandé votre âge, Larry Benzaken, mais vous êtes jeune. Allez, on est dans la trentaine, La on est trentaine, dans oui. la trentaine, voilà. Les cités que vous avez connues il y a donc 15 ans, hein, 15-20 ans, ne sont pas les mêmes de celles d'aujourd'hui. Votre message aussi, avec la montée terrible de l'antisémitisme en France et du racisme, j'imagine que pour certains jeunes qui malheureusement mettent aujourd'hui les gens dans des cases. Il y a les juifs, il y a les noirs, il y a les musulmans, il y a les... vous voyez ce que je veux dire. Bien Quand sûr. vous arrivez et que vous êtes fiers de vos deux identités et avec raison, noirs et juifs, il y en a certains qui doivent peut-être pas très bien comprendre. Comment vous leur racontez ça? Oui, c'est sûr que parfois, ça peut créer un petit court-circuit dans la réflexion. Mais vous parlez du fait de mettre les gens dans des cases. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut cataloguer les personnes. Vu qu'il est noir, il doit penser comme ça. Vu qu'il est juif, il doit penser comme ça. Tandis que la réalité est beaucoup plus multiple et beaucoup plus complexe. Il n'y a pas une idéologie liée à une couleur de peau ou à une religion. Les humains sont divers et complexes. Et moi, justement, lorsque je suis amené à traiter ces sujets-là, je dis sans cesse, mais ne faites pas à des personnes ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Il ne faut pas cataloguer les gens, il faut discuter. Il y a beaucoup plus de points de similitude qui nous rapprochent entre humains. On vit dans le même pays, dans des lieux similaires, dans des villes similaires. On, on va s'exalter pour les mêmes matchs de foot. Il y a plein de choses qui nous rassemblent en Bien sûr. réalité. Il faut plus chercher là-dedans que ce qui nous sépare. Et parfois, ce qu'on pense nous séparer, en discutant, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de proximité que l'on peut imaginer. Parce qu'il y a des choses aussi qui sont véhiculées à travers les réseaux sociaux, Internet, la télé, et qui vont bâtir une réflexion dans la tête de certaines personnes, enfin dans nos têtes à tous, tandis que lorsqu'on creuse un petit peu et lorsqu'on dialogue, ce qui est le plus important, on se rend compte que les points qui nous rassemblent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui nous séparent. Vous voulez pas vous présenter au présidentiel Larry Benzaken l'année Oh prochaine? non, vous savez, Ah, ce serait chouette, un président black et feuille, c'est la totale. vous Là, savez, pour j'ai eux. fait sciences politiques et ma mère C'est pour ça m'a fait promettre de ne jamais faire de politique. Bon, il faut toujours écouter sa mère. Alors, on en revient au spectacle Noir, Juif et Borgne. Il était une fois Sammy Davis Jr. Vous jouez au mois de juillet, donc à Avignon, c'est ça, C'est ça, oui. Larry. Alors, racontez-nous l'aventure d'Avignon. Là, le spectacle, vous l'avez déjà joué. On a déjà joué à Avignon l'été dernier, on a eu un très bel accueil du public. Ouais. Vous avez jamais joué à Paris encore? Si on a joué au Café de la Danse, on a joué une dizaine de représentations. Ouais. Initialement, on devait jouer uniquement le 8 décembre 2025 pour les 100 ans de la naissance de Sammy Davis Jr. Mhm.
Et on a eu un tel accueil du public et les places se sont vendues très vite qu'on a mis une deuxième date, puis une troisième. Et en fait, c'était une aventure magnifique parce qu'on s'est dit, on part pour une date, pour l'exceptionnel. Et au final, ça nous a amené à une dizaine de dates. Génial. Et Avignon, voilà, qui se poursuit au Théâtre du Roi René à 19h45 durant tout le mois de juillet. Et voilà, on espère recevoir le même accueil du public que l'an dernier. On a hâte de rechausser les crampons et d'aller sur le terrain. J'emploie cette figure parce qu'elle est de circonstance, étant donné la Coupe du Monde. Ouais, oui. Comment vous vous sentez, vous, quand vous jouez Sammy Davis Junior? Quel message vous avez envie de transmettre à travers sa figure? Évidemment que c'est un message artistique, parce que c'est un très grand artiste. On va l'écouter d'ailleurs en musique dans quelques instants. Mais on sent bien qu'il y a autre chose. Et ne serait-ce que le titre, pour bien faire comprendre aux gens qui ne le connaissent pas bien, c'est lui qui avait l'habitude de faire cette vanne-là en disant je suis noir, juif et borgne, qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, voilà. En fait, il jouait au golf. On lui a demandé quel était son handicap. Oui, c'est ça. Il a dit, je suis déjà noir, juif et borgne, quel handicap vous voulez que j'ai en plus? Alors, moi, ce spectacle, ça peut paraître bateau, mais pour moi, c'est un message de vivre ensemble. Et en réalité, ce qui aurait pu paraître bateau il y a quelques temps, pour moi, apparaît comme un vrai message politique aujourd'hui, le vivre ensemble. Parce qu'on en manque cruellement, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, à travers le dialogue. Donc, le message premier, c'est le vivre ensemble, c'est de comprendre la complexité d'une personne, de cet artiste, Sammy Davis Junior, et de voir en quoi son histoire reflète dans notre histoire. Parce que lui, qui était artiste, noir, juif et borgne, à travers ce que je raconte dans le spectacle, ce qu'on raconte avec toute l'équipe, des personnes qui n'appartiennent à aucune de ces catégories sociales ou identitaires se sentent représentées. Parce que les combats qu'ils mènent sont des combats que nous avons chacun à mener. Ça peut être les femmes, ça peut être les personnes qui ont une orientation sexuelle différente. Il y a toujours une lutte. Et voir ce personnage qui a lutté à son époque, à son niveau, avec son statut, ça peut éveiller aussi une envie chez les spectateurs. C'est donc tout le mois de juillet à Avignon. Vous aviez aimé, j'imagine, Avignon, parce que c'est génial quand on y joue, mais c'est génial aussi de pouvoir aller voir les autres spectacles pendant tout le mois. Oui, il fait très chaud, c'est beaucoup de travail, mais oui, en fait, il y a une émulation dans les rues, voir toutes ces personnes qui se déplacent pour aller voir du spectacle vivant. Aujourd'hui, où on a toutes les plateformes de streaming, où on est toujours happé à rester à la maison, voir qu'il y a encore des personnes qui vont voir des spectacles inconnus, des artistes qu'ils ne connaissent pas, des spectacles nouveaux. Moi, c'est quelque chose qui me galvanise énormément. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup être à Avignon. Bon, j'espère que vous allez revenir à Paris à la rentrée, parce que je peux pas venir à Avignon, mais moi, je veux vous voir absolument. Je veux voir ce spectacle. On a une très belle salle de spectacle, vous savez, ici à l'Espace Rachir. On va faire une petite négociation, avec grand plaisir. En sortant du studio. Vous voulez bien nous dire quelques mots également, Larry Benzaken? Moi, je suis toujours trop curieuse sur la communauté juive ivoirienne, celle de votre papa. Alors moi, je suis allé qu'une seule fois dans la synagogue en Côte d'Ivoire. Ouais. Et c'était très... En fait, pour moi, c'était assez proche de la synagogue que je fréquente à Pantin. Il y avait quelque chose d'extrêmement... Bon, moi, j'ai fréquenté pas mal de synagogues. Et celle de Pantin, pour moi, est particulière. Elle me tient vraiment à cœur. Et la synagogue en Côte d'Ivoire, c'était assez proche parce qu'il y avait vraiment une chaleur... Je ne parle pas de la température, mais une chaleur humaine dans la transmission qui était incroyable. Dans le partage, j'ai adoré voir cette ambiance qui était ce mélange d'une culture ivoirienne, abidjanaise, et de cette culture juive qui était pratiquée avec des spécificités locales. Et moi, j'adorais voir. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Ah, mais c'est extraordinaire. J'adorerais voir ça aussi. C'est extraordinaire. Larry Benzaken, c'était un bonheur de vous avoir. Merci. Merci pour ce que vous faites et merci pour ce que vous êtes aussi et ce que vous représentez. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Vous êtes le cauchemar de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Et nous, on adore ça ici. Noir, juif et borgne. Il était une fois Sammy Davis Junior, Hugues Duquesne et Larry Benzaken. Hugues Duquesne qui signe donc, qui est l'auteur et qui signe la mise en scène. Et puis la performance musique live, ça
ça c'est génial. Oui. De Franck Lebon, c'est quoi? C'est au percu? Alors, il joue une dizaine d'instruments en live. Ah ouais, Ouais. Dizaines d'instruments en live pendant le spectacle. Oui. Ah, c'est génial. Donc, C'est extraordinaire. ouais, le producteur s'est bien débrouillé. Hein. Il a 12 artistes avec deux. C'est C'est ça, oui. hyper bien fait. On rappelle les dates du spectacle et le théâtre à Avignon. Le théâtre Le Roi René à 19h45 du 4 au 25 juillet. 4 au 25 juillet, théâtre du Roi René, 19h45 à Avignon. On vient vous voir. Merci beaucoup, Larry Merci à Benzaken. vous. Et on va écouter justement Sammy Davis Jr. Et on se retrouve juste après. Là aussi, on va continuer à parler musique et de la belle musique, puisqu'on sera en compagnie du fils de Francis Lay, Frédéric Lay. À tout de suite. 11h24 sur RCJ. On continue à parler musique. Après, c'est Sammy Davis Jr. On va parler du génie du grand Francis Lay avec son fils Frédéric Lay. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Le projet, on va parler de votre père, mais le projet dont vous allez nous parler est absolument génial. Play It Like Francis avec Thierry Wolf, qui est également le directeur du label Mantra, qui est avec nous. Thierry, bonjour. Je sais que vous n'avez pas envie de beaucoup parler, mais vous allez nous dire quand même quelques mots, voilà, pour qu'on comprenne bien le mélange des choses. D'abord, je n'aurai pas l'outrecuidance de rappeler aux gens qui est Francis Lay, mais juste pour le bonheur. Et après, on écoutera évidemment des extraits de Play It Like Francis, un petit medley quand même pour se remettre dans les oreilles quelques-unes des merveilles de votre père, Frédéric. Très bien. Tout de suite, c'est ça qui est génial avec les musiques de films, c'est que vous mettez ça et hop, tout de suite là, on avait les ripoux en tête. On pourrait continuer Frédéric Lay comme ça, je pense, pendant quasiment 48 heures de musique. On pourrait continuer très longtemps. On Oui. pourrait Il en a continuer fait très énormément. longtemps. Oui. Il en a fait combien, votre père, Je ne Francis saurais Lay? pas On vous sait pas. dire. Et puis, il n'était pas du tout dans les chiffres, en fait. Ouais, il était dans les notes. Exactement, Il est beaucoup mieux. Frédéric Lay, vous êtes combien de garçons, d'enfants? On est deux garçons et une Vous fille. êtes deux garçons et une fille. Je crois que votre frère, Patrick, est un peu dans la musique aussi. Et vous, alors vous êtes... Olivier, pardon, j'ai mélangé. Vous êtes pilote de ligne dans la vraie vie, si j'ose dire. Exactement. Et vous allez... Évidemment que vous êtes comme nous, mais encore plus passionné de l'héritage musical de votre papa. Comment, d'abord j'ai envie de savoir aussi un petit peu, en dehors du génie, quel papa il était. Et eh bien, comment vous vous êtes dit, il faut trouver évidemment un moyen aussi de perpétuer son héritage un peu différemment. Alors, c'était un super papa. Je l'ai pas vu beaucoup dans mes premières années parce que c'était une époque où il était très, très productif. Il Ouais. arrivait à faire 3 films par an. Ce qui prend beaucoup de temps. Mais en fait, plus qu'un père, c'était un ami. Il y a une phrase très connue qui dit c'est la chance qui fait les familles et c'est l'amour qui fait les amis. Et moi, j'avais vraiment un rapport d'amitié. C'était un de mes meilleurs copains. Et, on s'est aimés, on s'est embrassés, on s'est engueulés comme de vrais copains. Comment j'en suis arrivé à m'occuper de sa musique? En fait, mon père était il aimait beaucoup aller sur Internet, sur les réseaux sociaux et regarder des reprises de chansons qui lui appartenaient. Et il passait beaucoup de temps sur Deezer, Spotify, Apple, etc. Et ça lui faisait beaucoup rigoler d'entendre une version en espagnol ou en une version rap de Love Story qu'on vient d'entendre. Et ça le faisait beaucoup rigoler. Et puis, il y a eu plusieurs reprises. La dernière, c'est un DJ turc qui s'appelle Laverne qui a repris... La leçon particulière et ça a été un tube, je crois il y a 3 ans, c'était le morceau le plus écouté sur Deezer, Spotify, TikTok, dans tous les bar lounge. Et donc comme je n'ai pas de nouvelles chansons de mon père malheureusement, Il n'y a rien dans les tiroirs de cachet, vous allez chercher partout. On a sorti un dernier titre, on a sorti vraiment la dernière composition qu'il a fait, mais donc en fait ce qu'on a fait c'est on a pris une liste de morceaux, alors pas les plus connus, pas les Shabada, Love Story, Itinéraire, et qu'on a envoyé à des DJ et on leur a demandé de faire un remix. Et c'est comme ça que ce projet est sorti, en fait. Ce projet est né. Ouais. Alors, Thierry, vous êtes le directeur donc, du label Mantra. Je suis assez mauvaise, je le dis bien, dans les DJ, etc. Donc, racontez-nous d'abord votre label et ensuite, qui sont les DJ qui ont travaillé sur ce projet. Ce disque ne sort pas sur Mantra, mais sur notre label qui s'appelle Playtime. Oui. Et moi, je suis le patron d'une société qui s'appelle FGL Productions, qui existe depuis presque 50 ans et qui gère les masters de Francis depuis 35 ans, je crois. Hein, donc vous êtes un spécialiste mais oui, parce que dire éminent. qu'on a réédité tout Francis Lay, puis bien sûr plein de compositeurs de musique de film, mais on avait un attachement particulier parce que, je ne vais pas citer d'autres noms, mais Francis était comme sa musique. C'est-à-dire que vous allez qualifier sa musique de romantique, de très humaine, et en fait, dans la vie, il était comme ça. C'est-à-dire que c'était quelqu'un avec lequel on avait...
plaisir à se rencontrer. D'ailleurs, on se voyait jamais dans un bureau autour d'une table. Non, non, je l'appelais, tu viens, paf, et j'attendais en bas de chez lui, il descendait, on allait déjeuner, on refaisait, enfin, je refaisais le monde avec lui et je le laissais me raconter un peu toute sa vie. C'était quelqu'un qui était très discret, qui n'était pas du tout dans la démonstration. Chez lui, dans un coin, sous les poussières, il y avait ses Oscars, ses Golden Globes, etc. Il n'en avait rien à faire. Et quand, par exemple, je revenais, je sais pas, de Moscou, j'avais entendu au Bolchoï, à l'Entracte, sa musique, et qui servait pour signifier aux gens de revenir pour le deuxième acte. Je lui ai dit, tu te rends compte, même au Bolchoï, on entend ta mélodie, il me dit, oh, tu sais, oh, c'est rien du tout, parce qu'il avait un accent comme ça de pianiste. Je dis, oh, il avait vraiment, je pense, même un complexe. Je pense je sais pas ce que tu en penses, Frédéric, mais je pense qu'il n'a jamais eu conscience du talent. Il n'a qu'il jamais eu avait. conscience du génie Jamais. qu'il avait. Ouais. Non, mais jamais. ouais, c'était quelqu'un de très timide, très réservé. Mais c'est vraiment sincèrement modeste. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui jouent la modestie. Francis, il était réellement très modeste. Je pense que même il avait conscience qu'un jour on discute du fait qu'il ait travaillé avec Michel Legrand et il me dit, oh, tu te rends compte, Michel Legrand, il a travaillé avec moi, là. Et un autre jour, par exemple, il fait un truc avec Calogero. Il me dit, oh, tu sais, Calogero, il va venir. Oh là là, tu sais, il a bien voulu travailler avec moi. Je dis, mais attends, c'est le contraire. C'est le contraire, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que Calo m'a dit. Il m'a dit, non, c'est le contraire, quoi. Et ben non, lui, il était vraiment comme ça. C'était un type extraordinaire. Alors, ce projet qui s'appelle Play It Like Francis, qui vient de sortir, Thierry Wolff, on va écouter l'un des premiers extraits. Robert et Robert, vous nous disiez, c'est pas les titres les plus connus. Non, parce qu'on a laissé les les DJ avec Frédéric, on a souhaité les laisser un petit peu aller vers ce qu'ils avaient envie de faire. Et puis, au lieu de prendre tous les tubes de Francis, leur dire qu'est-ce que vous avez avec Francis Lay. D'abord, quand on les a contactés avec Frédéric, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y en a pas un qui a dit non, ils ont fait waouh, génial. Wow. Et tous ont dit ah, mais moi je veux ça, est-ce que je peux. Et donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas souhaité faire prendre les hits de Francis, mais prendre certains titres. Et là, Robert et Robert. Tu veux raconter? Oui, il y a une histoire particulière, ouais. parce qu'en fait, c'est Playpol, qui est le frère d'un des Daft Punk, qui a repris ça, et parce que ce film de Claude Lelouch était un film qu'il adorait regarder avec son père, en fait. Oui, il l'a raconté. Ouais. Du coup, c'est quelque chose qui l'a marqué, et il a mis beaucoup de cœur dans ce projet, en fait. Playpol, c'est un des deux Daft Punk. Exactement. Alors, on va écouter eh bien justement cet extrait, Robert et Robert, et on va continuer à parler de Francis Lay et de cet album, ce projet Play It Like Francis, juste après. Et musique de Francis Lay. Frédéric Lay, donc son fils. Frédéric, comment vous avez travaillé avec tous ces DJ et qu'est-ce que vous pensez? À mon avis, évidemment que vous adorez, mais quand même, est-ce que le résultat final correspond à ce que vous imaginiez ou est-ce que finalement le fait de travailler avec des DJ comme ça complètement dingues et hyper connus, c'est tous les DJ de ce qu'on appelle la French Touch, ça crée quelque chose de vraiment inattendu? Je reviens juste sur le morceau qu'on vient d'entendre. Je sais que Francis aurait adoré. Je vous disais, il passait du temps à regarder. Et c'est vraiment quelque chose de bien. Je trouve l'entrée des instruments. Génial. On reconnaît le style Daft Punk. Et puis au départ, c'est une chanson instrumentale. Il n'y avait pas de paroles. Donc rajouter des paroles là-dessus, c'est assez intéressant. Après, travailler avec des DJ, oui, je vous dis, c'était très très intéressant et je suis ravi du résultat. C'est un projet que j'avais en tête depuis un certain temps et je trouve le résultat est super. Oui. Alors, il est absolument super, ça c'est très clair. Thierry Wolff, comment vous nous expliquez que vous avez contacté ces DJ, qu'ils ont tous été hyper enthousiastes. Là aussi, vous leur avez laissé carte blanche totale. Et vous qui avez aussi travaillé avec Francis Lay pendant des années, comment vous avez appréhendé ce résultat? En fait, on aurait pu en mettre beaucoup plus parce que personne. Peut-être un tome 2. Non, voilà, ils étaient tous, non seulement ils étaient tous d'accord, mais en plus ils étaient tous ultra heureux de faire partie de ce projet. Et on leur a laissé carte blanche parce que c'était à l'image de Francis, quelqu'un qui faisait confiance aux gens, je crois, et qui, comme disait Frédéric, avait un grand plaisir à entendre des remixes. Moi, je me souviens, comme je gérais ses masters, à arriver chez lui et il me dit oh, regarde Thierry, regarde, il y a les rappeurs, ils ont fait ça. Et hop, il me fait écouter un truc. Et je lui dis mais ils t'ont demandé l'autorisation pour sampler Mais oui.
Et il me dit: «Oh bah non». Je dis: «Bah attends, Quand même. on va les On va leur emmerder, quoi, demander on va un les petit appeler, peu. on va faire». Il me dit: «Ah bah non, parce que c'est bien quand même, hein». Ouais. C'est-à-dire que L'essentiel, c'était que sa oh, musique soit ouais, transmise. exactement. Mm. Et comme Frédéric disait tout à l'heure, je pense qu'effectivement, il aurait eu un grand plaisir à entendre ça parce qu'il aimait que les gens se réapproprient ce qu'il avait fait. Et puis parce que pour lui, ça y est, il était parti sur autre chose. C'est-à-dire que je lui ai posé un jour la question, il m'a dit que jamais il a été chercher dans des tiroirs de vieilles idées pour les remettre à neuf et faire de nouvelles compositions. Ça veut dire qu'il se projetait toujours dans le futur, dans ce qu'il faisait. Et donc, que de jeunes gens se réapproprient ces musiques pour en faire autre chose, c'est évident que c'est quelque chose qu'il adorait. Dans ceux qui ont repris, il y a Philippe Cohen-Solal, Gotham Project. Et lui, il a repris L'amour est bien plus fort que tout. Oui. Alors, lui m'a confié qu'en fait, il a choisi ce titre parce que c'est un titre auquel il était attaché pour une raison assez douloureuse, c'est-à-dire que en fait, il a enterré l'un de ses parents en Israël d'ailleurs, sur la tombe duquel il a joué ce titre. Mhm. Et donc il m'a dit, je vois pas comment je peux prendre un autre titre parce que ce titre Désolée. maintenant il est attaché à moi à vie parce qu'il est attaché aux racines du parent qu'il avait perdu, quoi. Voilà. Frédéric, comment est-ce qu'il composait, votre père, Francis Lay? Alors, si je savais, je ferais beaucoup de tubes, je pense. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé assez mystérieux, en fait. C'est quoi? Il se réveillait avec une mélodie, moi, dans la tête. Il laissait ses mains jouer sur un... C'était un accordéoniste de base. Il avait un clavier maître MIDI à touche accordéon. Et je ne sais pas comment il fait. Je sais, par exemple... Claude Lelouch, un jour, est venu le voir pour Itinéraire de l'enfant gâté. Il lui a dit: j'aurais la musique d'un cirque triste. Alors, la musique de cirque, à part je sais pas ce qu'on peut faire d'autre comme musique de cirque, mais une musique de cirque triste, c'est, je sais pas, je suis incapable de vous dire comment ça se passait. Et pourtant, elle est tellement. Oui, et c'est ça oui. qu'il faut. Est-ce que Claude Lelouch, avec qui il a beaucoup travaillé, évidemment, un homme, une femme et tous les autres, est-ce qu'il lui montrait des images avant de pouvoir composer les musiques, ou il avait rien, il avait juste, entre guillemets, ce que lui racontait le metteur en scène? Il avait que ce que Claude lui disait. En fait, Claude partait d'une idée et lui, il exprimait ça avec des images des acteurs et il demandait à mon père de l'exprimer avec des notes de musique, en fait. Alors, il y a des films où c'est vraiment de 2 minutes 43 à 5 minutes 12, il faut un thème triste avec des violons. Mais Claude, c'était juste une idée. C'est l'histoire d'un homme et une femme qui font beaucoup de voitures et qui vont à Deauville. Voilà. Et là, Débrouille-toi avec ça. Voilà. Et là, ça donne. Voilà. Exactement. C'était extraordinaire. Et je pense que, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Woody Allen, Rifkin Festival, où il reprenait beaucoup d'allusions à Claude Lelouch. Et moi, je me rappellerai toujours, je l'avais vu en projection de presse. Et il se trouvait que Claude Lelouch était juste devant nous. Et il y avait la musique d'un homme et une femme aussi, parce que Woody Allen avait fait cette référence. Et c'était absolument génial d'entendre tout cela. Thierry Wolff, c'est sur toutes les plateformes. Oui, tout à fait. De téléchargement légal, Like bien Francis, sûr. on trouve Play ça It Like partout. Francis. Et alors, vous nous disiez tout à l'heure, il y a une musique qui est numéro 1 sur TikTok aussi, que tous les jeunes écoutent, parce que TikTok, là aussi, c'est... voilà. Hein. Oui. Et en fait, c'est une Francis Lay. Parce qu'en fait, les gens connaissent Love Story, ils connaissent Un homme et une femme, ils connaissent un certain nombre de titres actuellement. Par exemple, L'aventure, c'est l'aventure, parce que Grave, c'est la musique d'une pub. Voilà, c'est souvent le cas. Francis est souvent utilisé par des marques. Et il y a une musique dont les gens ignorent que c'est Francis qui l'a composée. Ça s'appelle La leçon particulière, comme disait Frédéric tout à l'heure. Le film n'a pas une image extraordinaire. On a un peu oublié le film, mais la musique est devenue un hit et a été repris par le DJ Laverne. Et La leçon particulière, tous les jeunes gens connaissent ça parce que c'est le tube sur TikTok. J'ai mes enfants qui ont découvert que c'était leur grand-père qui a écrit une chanson qu'ils connaissent par cœur, en fait. C'est extraordinaire. On écoute du Francis Lay toujours à la maison? Oui, régulièrement, oui. Oui, Ça nous fait plaisir, oui. Et partout, et sur cette antenne aussi. Merci beaucoup, Frédéric Lay, d'être venu nous voir. C'était un grand plaisir d'avoir pu parler de votre père et découvrir ce projet. Merci beaucoup, Thierry Wolff. Merci, Play It Like Francis sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et donc, Jean-Michel Canitrot, qui est responsable presse de ce projet, vient de nous confirmer qu'évidemment, les Daft Punk viendraient au Palais des Congrès de Tzedaka prochaine. Mais bien sûr, pourquoi pas. Voilà, sinon, au pire, c'est vous deux avec les casques. On écoute tout de suite, là, c'est le remix extrait de Play It Like Francis.
Extrait de ce très très beau projet Play It Like Francis autour de Francis Lay. On va terminer cette matinée avec du théâtre, toujours à Avignon pour l'éternité, autour de la figure d'Edelbert, Hélène Baird et Odile Neuberger. Mesdames, bonjour, Virginie Bien-Aimée et Manon Leroy. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce spectacle. Mais je ne sais pas si le mot spectacle est bien utilisé, en tout cas de cet hommage, de ce texte. De ces textes plutôt d'échanges entre le journal d'Hélène Baird et cette correspondance qu'elle a eue également avec son amie Odile. Comment ce projet est venu à vous? Qui veut raconter en premier, Virginie? Ce projet, il est venu à la lecture du journal et à ma fascination pour cette jeune femme si lucide, si brillante, si courageuse, avec une maturité incroyable. Et lorsque je découvre ce journal, je n'ai pas du tout l'idée d'en faire un objet théâtral, mais en revanche, je veux tout connaître d'Hélène Baird et je découvre les correspondances. Et ayant déjà produit, joué, monté 2 spectacles d'autres correspondances et étant fascinée par cette forme qui n'existe plus, nostalgique aussi de cette forme de communication, vraiment, ça m'a paru évident que là, il y avait vraiment matière à transformer ça en spectacle hommage, comme vous dites. On rappelle en quelques instants la figure d'Hélène Baird, peut-être pour les plus jeunes, son parcours de vie jusqu'à sa déportation et sa mort à Bergen-Belsen. Hélène grandit dans une famille aisée du 8e arrondissement, une famille non seulement aisée, mais des intellectuels, des musiciens, ils sont mélomanes. Le père d'Hélène a une entreprise. Hélène écrit à Odile à chaque fois qu'elle part en vacances. Voilà, toutes les jeunes vacances, elles ont 13 ans. Elle part au ski, elle part souvent dans sa maison de campagne près de Paris. Et elle raconte, voilà, c'est vraiment une jeunesse aisée, joyeuse, mais de jeunes filles très brillantes, très intelligentes. Déjà, dès l'âge de 12-13 ans, on est fasciné par la qualité d'écriture de leurs lettres. Et puis, tout bascule, la guerre éclate, se pose la question pour la famille Baird de partir ou de rester, de partir en zone libre. Cette question, elle sera évoquée pendant tout le temps de la guerre, mais très vite, ils font le choix de rester à Paris. Ils considèrent que rester, c'est résister. Et puis, ils trouvent que ce serait vraiment très injuste de partir, même si eux le peuvent, vis-à-vis de ceux qui, eux, ne le peuvent pas. Et surtout, ils décident de se rendre utiles. Donc, ils travaillent pour des enfants, ils travaillent à l'UGIF, ils travaillent à Drancy, ils aident les personnes qui passent par le camp de Drancy en apportant des ressources, des couvertures, etc. Ils essayent de leur faciliter la vie via l'UGIF, et puis ils essayent aussi de cacher des enfants, mais restent eux-mêmes dans la visibilité la plus absolue. Avec pourtant une grande lucidité de ce qui va leur arriver jusqu'au jour de leur départ. Manon, Laura, vous, comment ce projet est arrivé? Alors vous jouez qui? Hélène, Odile? Moi, je suis Odile. Vous êtes Odile. Et donc, c'est Virginie qui est venue vers moi l'été dernier pour me proposer ce projet et j'ai tout de suite accepté. Comme elle, j'ai été prise par la force en fait, qui habite ces textes, ces échanges, cette amitié. Il faut dire que nous aussi, on est amis depuis 25 ans. Oui, On donc s'est ça rencontrés. ajoute quelque chose en plus. Voilà, on s'est rencontrés, nous aussi, sur les bancs de l'école de théâtre. C'est incroyable, ouais. Et voilà, donc pour nous, il y avait une résonance. On a aussi 2 personnalités très différentes, comme Hélène et Odile. Et c'est vrai que ça faisait du bien aussi de porter ce texte plein de courage et de réflexion, d'une honnêteté vraiment très, très fascinante quoi, par rapport à aussi aujourd'hui toutes les questions qu'on peut se poser sur comment se positionner dans la vie, comment se construire, etc. En tout cas, moi ça m'a fait beaucoup de bien de travailler ça. Et montrer effectivement le parcours de ces 2 jeunes filles juives en France à l'heure où l'antisémitisme atteint des sommets, c'était important aussi pour vous, Virginie? Bien sûr, en fait, ce qui est magnifique dans le discours de ces 2 jeunes femmes, c'est la grande tolérance dont elles font
preuve, la grande humanité qu'elles ont. Et Hélène parle toujours de sa manière de réussir à se mettre à la place de l'autre. Et même elle dit par moments, c'est embêtant parce que je, je me mets trop à la place des autres. Donc je leur trouve toujours finalement des excuses. Voilà, donc évidemment, aujourd'hui, plus que jamais, il faut parler de tolérance. Et ce spectacle a une forme d'universalité, évidemment, par rapport à ce qui se passe en France, à l'antisémitisme, mais à toutes les intolérances qu'elles soient dans le monde, en France aussi. Il y a un discours, on peut le lire à travers les lignes. C'est vraiment puissant. Alors, ce qui est important aussi de signaler, c'est que c'est la première adaptation théâtrale des écrits d'Hélène et Odile. Les ayants droit avaient toujours refusé de confier à quiconque cette responsabilité. Il y a des projets qui ont été écartés, ce que vous racontez, Virginie. Il y avait même Disney qui avait proposé et ça a été rejeté. Comment vous les avez convaincus ? Alors ça reste un mystère. Il faudra que j'en parle à Mariette Job. Mariette Job, c'est cette grande dame qui est la nièce d'Hélène Baird et qui a œuvré sa vie durant pour que le journal soit édité. Il a été édité en 2008 avec l'accord du fiancé d'Hélène, Jean Morawiecki, qui avait gardé le journal dans sa chambre tout au long de sa vie. Il l'avait protégé, mais voilà, il n'était pas édité. Et donc, peut-être que la chance qu'on a eue, c'est de faire la demande aux ayants droit, donc 2008, une quinzaine d'années après la sortie du journal. Il se trouve que quand le journal est sorti, il y a une partie de la famille d'Hélène Baird qui avait très envie que ce journal soit publié. Une autre partie de la famille était plus réticente. Et donc, ils ont été un peu surpris du succès et de l'appropriation du journal par finalement ces 150 000 personnes qui ont lu et encore plus surpris de toutes ces demandes. Donc, je pense qu'ils ont fait un rejet en bloc pour se protéger et puis parce que par peur aussi que les propos d'Hélène soient déformés, etc. Donc ça a été pour moi quelques mois pour convaincre Mariette Job en l'occurrence de nous faire confiance et ça, ce que je lui ai proposé c'était de monter une première version du spectacle, de venir le voir et à ce moment-là, de nous dire si elle était d'accord pour que l'aventure se poursuive ou si elle estimait qu'il fallait faire de nombreux changements ou tout simplement arrêter le spectacle. Vraiment, je comprenais qu'elle puisse, ne nous connaissant pas notre vision de Hélène et d'Odile, je comprenais parfaitement qu'elle puisse dire non, mais en fait, vous n'avez rien compris à... Et fort heureusement, elles ont aimé. Elle est venue plusieurs fois et elle a apprécié, oui. Manon Leroy, comment vous avez travaillé, vous, le personnage d'Odile, qui forcément est moins connu que celui d'Hélène Baird ? Alors, on a eu aussi la chance de rencontrer beaucoup Antoine Yaffil, qui est le fils aîné d'Odile. Et qui nous a beaucoup accompagnés avec une grande générosité. Lui, il a tout de suite été enthousiasmé par ce projet. Je pense qu'il a été énormément touché par la manière aussi dont Virginie abordait les choses avec beaucoup d'humilité. Et il nous a ouvert, j'ai envie de dire, sa porte en nous permettant d'avoir beaucoup déjà de textes qui étaient inédits, qui n'avaient pas été publiés, par exemple, même dans les lettres qui ont été publiées, elles, en 2022. En fait, c'est aussi très récent. Il y en a beaucoup qui ont été écartées. Donc, celles-là, il nous les a données. Et d'ailleurs, dans le spectacle, il y a beaucoup de lettres qui ne sont pas éditées. Et aussi des parties du journal d'Odile. Elle aussi avait un journal qui va être d'ailleurs édité. Et on va pouvoir le vendre à Avignon, etc. Donc Odile, forcément, a survécu. Elle a survécu. Et elle est morte à 45 ans d'une tumeur au cerveau. Donc, et c'est vrai que lui, jusqu'à ses 17 ans, jusqu'au décès de sa maman, il voyait qu'elle avait cette photo d'Hélène sur sa table de chevet. Et il se demandait qui était cette personne. Elle n'en parlait pas. Il voyait qu'elle était très importante. Quand le journal d'Hélène est sorti, il s'est jeté dessus en disant je vais comprendre un peu mieux l'histoire de cette amitié. Et en fait, finalement, dans le journal, Hélène en parle assez peu d'Odile.
Et c'est en retrouvant les lettres pendant le confinement où tout le monde a rangé son grenier que finalement il a pris conscience de la force de leur relation. Donc voilà, tout ça est inspirant en fait. Et drôlement. Alors c'est donc au Festival d'Avignon, il nous reste malheureusement que 3 minutes, j'accélère. C'est au Festival d'Avignon dans la salle qui s'appelle le Petit Louvre, c'est ça. Vous allez jouer les 9, 16 et 23 juillet. À 10h, c'est bien ça? Non, c'est pas les bonnes dates alors. Non, en fait on joue tous les jours. Ah bah alors, encore mieux. Du 4 au 25 juillet. On 4 joue, au 25 juillet. 20 représentations. Et les dates que vous venez de citer, ce sont les jours de relâche. Là où il ne faut pas jouer. C'est l'inverse. Donc c'est encore mieux. Effectivement, c'est écrit relâche. Donc 4 au 25 juillet, tous les jours. On peut aller vous voir tous les jours. Au Festival d'Avignon. La pièce, c'est important, vous le dites, c'est à partir de 12 ans. Et effectivement, je trouve que c'est un très joli moyen, s'il y a un joli moyen, en tout cas c'est le cas, pour permettre à des adolescents et à des adolescentes de se rendre compte de ce que c'était et de se rendre compte de ce qu'était la vie de 2 jeunes filles juives pendant la guerre. Et je vois que vous êtes avec vos 2 livres. Je résiste pas, mais il me reste 1 minute 30. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un petit extrait en 1 minute 30? Je vois qu'à la régie, ils me regardent. Voilà. 1 minute, promis, mais là, je les vois avec les textes. J'ai trop envie d'entendre leur voix là-dessus. On y va. Une phrase d'Odile, magnifique. À bientôt, ma mieux aimée, pourvu que je ne meure pas de bonheur quand je te verrai. Magnifique. C'est donc au Festival d'Avignon du 4 au 25 juillet pour l'éternité. Hélène Baird et Odile Neuberger. C'est mis en scène par Éric Bouvron avec Virginie Bien-Aimée et Manon Leroy, adapté par Virginie Bien-Aimée. Merci beaucoup, mesdames, à toutes les 2. Et bon festival. Profitez-en bien. C'est toujours de toutes les façons pour les comédiens un moment incroyable. Avignon. Merci. Dans quelques instants, le journal présenté par Laurence Goldman et Victor Benchimol. Bonne journée à tous. Essentiel, une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.